Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à Montréal. J'arrive à l'instant de Québec et je vais sortir mes lunettes, ça ira mieux. Et donc j'ai grand plaisir à être parmi vous, chère Madame Lise Gauvin, chers membres de la famille de Lise Gauvin, chers amis, chers invités. C'est une fierté pour mon équipe et pour moi-même, et aussi beaucoup d'émotion de me trouver et de nous trouver réunis avec vous ce soir pour célébrer le brillant parcours et la remarquable contribution de Madame Lise Gauvin au rayonnement des lettres francophones au Québec, en France et bien au-delà. Chère Lise Gauvin, par votre accueil dans l'ordre des arts et des lettres, la République française entend saluer et reconnaître votre parcours. Un parcours d'une exceptionnelle richesse, un parcours engagé. Le protocole de remise des insignes nous recommande de rappeler les mérites de la récipiendaire, et je vais me risquer à le faire en quelques mots, en traçant quelques grandes lignes, compte tenu du temps un petit peu compté qui nous est offert. Alors tout d'abord, vous avez eu d'abord un très riche parcours universitaire. À l'origine de votre carrière se trouve en effet un triple ancrage universitaire, reflétant votre curiosité et votre ouverture sur le monde. En effet, vous rejoignez l'université de Vienne pour votre certificat d'études supérieures, puis vous revenez au Québec à l'université de Laval pour votre licence S-Lettres et maîtrise S-Arts. Avant ensuite de partir pour la France, à l'université Paris-Sorbonne pour votre doctorat. Cependant, votre soif d'apprendre se révèle déjà inextinguible, car vous êtes retourné aux études quelques années plus tard pour un baccalauréat en musique à l'université de Montréal. Vous entamez votre carrière en tant que professeur, d'abord au collège Basile-Moreau, puis à l'université de Montréal, où vous deviendrez notamment directrice du département d'études françaises et de la revue des études françaises. Vous y êtes aujourd'hui professeur émérite. Au fil des années, vos recherches se diffusent à l'international et vous vous nourrissez au-delà des frontières québécoises en participant en tant qu'invité à plus de 350 événements et conférences. C'est ainsi que la France vous reçoit alors à l'université Paris-Sorbonne, à de nombreuses reprises, mais aussi à l'université de Marne-la-Vallée, de Grenoble, de Sorbonne Nouvelle, de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, d'Aix-Marseille ou encore de Nanterre. Vous êtes un peu chez vous en France. Vous avez eu également un parcours en dehors du monde académique, preuve d'ouverture et de curiosité, dans le monde des médias. Votre goût pour la transmission ne se limite pas en effet aux murs des universités. Vous vous tournez à un moment donné vers la radio et vers la presse. Vous avez été ainsi, durant une vingtaine d'années, une éminente contributrice de Radio-Canada, en tant que productrice, critique littéraire, animatrice à l'émission Book Club, notamment. Grâce à votre rôle de responsable de la chronique des lettres francophones, au sein du journal Le Devoir, vous avez contribué à donner le goût de la littérature et à la rendre plus désirable et plus accessible. Votre œuvre est également une œuvre aux frontières du réel et de l'irréel, entre essai et fiction. Au travers de plus de 50 essais et fictions, beaucoup d'ailleurs traduits à travers le monde, vous avez construit une œuvre où les frontières entre les genres s'estompent. Non pas pour les abolir, mais pour en explorer tous les possibles. Les tensions, les zones de passage, et où la langue demeure, si nous pouvons le dire ainsi, en réalité le personnage principal. Femme de lettres accomplie, vous êtes autant romancière, novelliste, poétesse qu'essayiste et fine critique littéraire. En brouillant les frontières entre le réel et l'imaginaire, vous répondez parfaitement à la définition que vous donnez de ce qu'est un écrivain ou une écrivaine, à savoir, en vous citant, celui ou celle qui a besoin d'investiguer le réel pour mieux le comprendre, le donner à voir dans toute sa complexité. Dans toute écriture s'inscrivent des zones d'indécidables qu'on peut appeler des espaces de fiction. Non pour le plaisir de brouiller les pistes, mais pour celui beaucoup plus diffus de donner la forme comme aventure. Il vous est arrivé ainsi de déguiser l'essai en récit, voire même de tenter, à partir d'un commentaire critique, une exploration du langage. Vous vous êtes également particulièrement investi dans la francophonie. Vous appréhendez la langue en effet comme un lieu de réflexion
d'invention et de résistance, et vous êtes attentive aux conditions dans lesquelles elle s'écrit, se transmet et se transforme. Cette surconscience linguistique jalonne votre œuvre et encourage tout un chacun à prendre le temps d'interroger ses propres pratiques langagières. J'en fais moi-même, nous en faisons nous-mêmes l'expérience, nous les Français de Montréal ou du Québec, chaque jour, tant la question de la langue française, de la francophonie sont absolument centrales dans cette société que nous aimons beaucoup. Vos essais et vos fictions, par exemple Parti pris littéraire, La fabrique de la langue, Romans comme atelier, Des littératures de l'intranquillité, et bien d'autres encore, toutes ces œuvres ont profondément enrichi la réflexion sur les écritures francophones contemporaines. Engagées pour une francophonie plurielle, attentive aux voix minorées, vos œuvres ont offert à plusieurs générations de lecteurs et de lectrices des outils conceptuels précieux. Enfin, vous avez une attention toute particulière à la question des femmes. Dans vos écrits, vous déployez une attention portée aux détails et au silence. Jean-François Crépeau, décrivant parenthèse dans Le Canada français, dit que ce minimalisme donne une perspective plus grande que nature aux situations racontées, comme si l'émotion éclatait tout d'un coup. La critique a souvent valorisé la rigueur et la pédagogie de vos travaux, toujours empreints de délicatesse, de dénuement, de justesse, révélant l'indicible avec pudeur. Dans vos récits, l'intime rejoint l'universel et la mémoire individuelle s'inscrit dans une histoire collective. Votre travail d'écoute et de dialogue s'est également incarné dans des portraits et hommages, notamment au cœur de votre livre d'amitié à et avec Marie-Claire Blais, Les lieux de Marie-Claire Blais. En 2020, Mario Cloutier, dans En toutes lettres, remarque « On a souvent l'impression d'apercevoir Marie-Claire Blais en train d'écrire, de réfléchir à son écriture, de partager ses envies et ses idées. » Daniel Roland vous qualifie d'aquarelliste qui applique ses couleurs. Michel Lord souligne que votre plume est assurée, acérée, fascinante et sait rendre de manière fulgurante les aléas d'une destinée. Voilà autant d'éloges faits à la précision de votre écriture, et c'est ce qui nous réunit ce soir aussi. Enfin, vous œuvrez, donc je le disais, à faire entendre la voix des femmes dans la littérature francophone, engagement qui se reflète dans votre rôle incontournable au sein du Parlement des écrivaines francophones auquel le Consulat général de France participe. En quelques mots de conclusion, chère Madame Lise Gauvin, à travers votre œuvre, vous avez contribué à faire de la langue française un espace d'exploration, de questionnement, de partage. Vous conjuguez exigence intellectuelle et sensibilité littéraire, analyse et création, mémoire et invention. Votre travail a durablement renforcé les liens entre le Québec et la France, entre le Québec plus largement et la francophonie. Cette distinction n'est pas la première. Loin de là, car vous siégez depuis 2000 à l'Académie des lettres du Québec. Vous êtes chevalière de l'Ordre des Palmes académiques de France depuis 2004. Vous êtes officière de l'Ordre national du Québec depuis 2015. Et vous avez reçu la grande médaille de la francophonie de l'Académie française en 2020, pour ne citer que quelques-unes de vos distinctions. Alors, chère Madame Lise Gauvin, pour l'ensemble de ces mérites éminents, et au nom de la ministre française de la Culture, nous vous faisons chevalière dans l'ordre des arts et des lettres. Officière. Pardon, officière. Je vous promets. Officière dans l'ordre des arts et des lettres. Excusez-moi, j'ai avec une main un peu... Bon. Voilà. Félicitations. Merci. Alors, Monsieur le Consul, chers amis, permettez-moi de remercier d'abord la ministre Rachida Dati qui m'a fait l'honneur de me nommer officière de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, distinction qui m'a touchée au plus haut point. Et j'aimerais offrir cet honneur à mes proches d'abord, dont le soutien m'est indispensable, mais aussi à Anne Magnan, une aïeule de la famille qui faisait partie de ces filles du roi, ainsi appelée parce que dotée par Louis XIV pour venir s'établir dans un territoire inconnu. Anne est arrivée à 15 ans, en 1665,
avec comme seul bagage un coffret contenant une coiffe, un mouchoir de taffetas, un ruban à souliers, 100 aiguilles, un peigne, un fil blanc, une paire de bas, une paire de gants, une paire de ciseaux, 2 couteaux, un millier d'épingles, un bonnet, 4 lacets et 2 livres en argent. À partir d'un dénuement extrême, cette orpheline parisienne a su s'inventer un destin. Mais elle nous a offert surtout un bien précieux entre tous, celui d'une langue en héritage. En effet, comme les filles du roi étaient majoritairement francisantes, leur présence contribua à l'unification de la langue d'usage qui se produisit en Nouvelle-France beaucoup plus tôt que dans la métropole où les patois étaient toujours prédominants. Il est attesté que la langue de communication privilégiée des nouveaux arrivants était un français déjà constitué, tel que parlé principalement à Paris et en Île-de-France, d'où venait la majorité des filles du roi, c'est-à-dire une langue dont l'usage s'est répandu en Nouvelle-France bien avant son institution comme langue commune en France. Dans son rapport daté de 1794 et présenté à la Convention, le célèbre abbé Grégoire conclut de sa vaste enquête linguistique effectuée dans les provinces de France que sur 28 millions d'habitants, 12 millions ne connaissent pas le français, lui préférant les patois, et 3 millions seulement le parlent correctement. Or, à propos du parler français au Canada, Peter Kalm, naturaliste suédois, écrit dans son journal de voyage en 1749 que tous tiennent pour assurer que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un français plus pur qu'en n'importe quelle province de France et qui peuvent même, à coup sûr, rivaliser avec Paris. Fin de la citation. Ce français reçu en héritage, nous l'avons adopté et adapté aux réalités contextuelles que nous vivions, rapaillant des mots empruntés à d'autres langues et lexiques et créant de nouveaux vocables pour nommer notamment cet hiver qui n'en finit plus, jusqu'à devenir ceux que Gaston Miron désignait comme des variants français. Le français est ma langue natale, ma langue maternelle, ma langue d'amour, ma langue d'amitié, ma langue d'écriture aussi. Il m'arrive, comme à d'autres écrivains, de la bousculer, de la malmener, voire de la maganer, cette langue, pour mieux la rendre vivante et vibrante. Il m'arrive aussi de la défendre contre les pressions invasives de voisins insistants, sachant que dans ce domaine de l'usage et des politiques linguistiques, un devoir de vigilance s'impose. Je suis particulièrement fière de faire partie de cette littérature d'Amérique qui s'exprime en français. Cette littérature québécoise qui se diversifie aujourd'hui en 1000 réseaux et rhizomes et qui, toujours grâce à la langue, a tissé des liens précieux avec les autres littératures de langue française dans le monde. Il existe désormais une francophonie de cœur qui circule entre les écrivains de divers pays, à laquelle participe généreusement le Parlement des écrivaines francophones créé à Orléans en 2018 et auquel nous faisons écho au Québec par divers événements et rencontres. La littérature, on ne le dira jamais assez, est à la fois un témoin et un créateur d'existence. Je souhaite remercier en terminant l'Université de Montréal ainsi que mes collègues et les étudiants qui n'ont cessé de me soutenir et de m'inspirer. Et j'aimerais saluer également mes consoeurs et confrères écrivains de langue française, tout particulièrement ceux de l'Académie des lettres du Québec qui vient de fêter ses 80 ans, et leur dire que nous avons besoin de leur présence, comme de celle de tous les écrivains et écrivaines, pour que ne se perde pas, dans les tumultes de l'histoire, le dur désir de durer. Merci.